Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Un grand entretien, 26 minutes avec Félix Delahaye. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le nouveau directeur général de Tomorrow Food. Vous avez été nommé il y a quelques semaines, c'était au tout début de cette année. Vous venez du monde de la restauration, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ancien cuisinier. Ancien cuisinier, le mot impact, qu'est-ce qui signifie pour vous, d'une manière générale, et puis dans vos activités de directeur général d'un groupe comme celui-là? Pour nous, le mot impact, il vient de la conduite du changement. Comment on change des espaces qui peuvent être parfois perçus comme un peu vieillots, un peu désuètes, des lieux qui parfois sont qui n'habitent plus de vie. Ouais. Et nous, on veut leur redonner de la vie avec de la restauration et du loisir. C'est ça l'impact qu'on peut avoir sur parfois des gros programmes immobiliers, voire des petits restaurants. Alors, on va expliquer ce qu'est Tomorrow Food, qui a été fondé en 2018. On est à la fois dans le monde du commerce, de l'immobilier. Expliquez-nous ce que vous faites. Exactement. L'histoire de Tomorrow Food, c'est l'ambition d'un homme, celui de Léo, de gérer l'ouverture de restaurants pour le compte de tiers. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a une nécessité d'inclure de la restauration et du loisir absolument partout, dans la vie, dans le quotidien des gens. Donc, quand ils vont au supermarché, quand ils vont s'acheter des habits et même quand ils vont partir en vacances. Et la restauration, elle inclut toutes ces dynamiques-là, tous ces temps de consommation-là. Et donc, on a commencé à réfléchir comment on allait pouvoir travailler ces sujets-là. Ça va de Leroy Merlin, comment on y place un kiosque et un coffee shop, jusqu'à aller se poser la question au Club Med, comment on crée une expérience de restauration pour les gens pendant leur période de loisirs. Et cette notion de réfléchir la restauration et le loisir, on l'a aussi pensé à l'échelle d'un quartier, d'un centre commercial, d'une gare, et de se dire comment on fait vivre une expérience de restauration quand on prend son train le matin pour aller au travail. C'est quoi votre parcours au sein de cette entreprise? Alors moi, j'ai la chance d'être rentré en stage il y a 4 ans chez Tomorrow Food. De stagiaire à DG en 4 ans. Et de stagiaire à DG, tout à fait. C'est la confiance des fondateurs, puis la confiance de notre actionnaire qui fait que maintenant je suis à la direction générale de l'entreprise. Et on est une équipe, c'est surtout la force d'une équipe, celle de 10 jeunes consultants qui ont la foi. Avec quelle ambition quand on prend la direction générale d'une entreprise, qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif? Alors, nous, on est parti du principe que les verticales immobilières qui fonctionnaient aujourd'hui, c'était la restauration et le loisir. Qu'aujourd'hui, le commerce, dans le sens alimentaire du terme, allait plutôt réduire en surface. C'était la même chose pour le prêt-à-porter, etc. Et qu'on avait deux marchés qui, pour le coup, allaient prendre de l'ampleur, c'est le loisir et la restauration. Et donc, en ce sens-là, on considère que tout le monde a la nécessité de se poser la question, quand on a un espace, une ville, un centre commercial, une gare, un hôtel ou même une petite cellule, qu'il faut réfléchir à la restauration et au loisir. Donc on a l'ambition pour nous d'être cet acteur de la conduction du changement pour la France, donc leader en France cette année et en Europe à échelle 3 ans. Qui sont vos clients d'ailleurs? Alors nos clients, c'est en grande partie des hôteliers. Donc ça peut être Hilton, Marriott, Accor, mais via plutôt leurs franchisés. C'est aussi des gros complexes de loisirs comme peuvent l'être Center Park, parfois Club Med même, et aussi les propriétaires fonciers, la SNCF, donc on travaille beaucoup avec les gares en France, beaucoup les centres commerciaux aussi. Alors pour bien comprendre ce que vous faites, vous êtes en train de développer alors c'est peut-être presque atypique, mais un projet assez, j'allais dire Maus, un gros projet à Lisbonne. De quoi il s'agit? Alors Lisbonne, il s'agit d'un assureur local qui a racheté un très gros espace en cœur de ville de Lisbonne. C'est là où il y avait l'ancien Feira Popular, donc l'ancienne fête foraine lisboète. Et ils ont eu la volonté de créer un très gros centre d'affaires, l'équivalent d'un petit La Défense au cœur de Lisbonne, mais encore mieux placé que La Défense vis-à-vis de la métropole, si je puis dire, parce que entre l'aéroport et le cœur de ville de Lisbonne, et sur ce centre d'affaires-là, forcément, ils veulent y inclure la dynamique de wellness, et donc d'avoir un lieu de vie qui soit central pour tous les Lisboètes qui pourraient à la fois y vivre ou y travailler. Mais quand vous dites un petit La Défense, c'est combien d'immeubles? C'est à peu près 5 tours. Et c'est 330 000 mètres carrés de développés. Ok, donc on est sur le très gros projet. Le projet, c'est un gros projet. Alors vous, comment vous allez vous insérer dans ce projet? Alors nous, on a voulu, au cœur de ces 5 tours, créer un espace central qui mette en valeur le patrimoine lisboète. On veut rendre un lieu de vie culturel. Donc on va mettre un espace avec une dizaine de chefs, qui seront des chefs jeunes issus de la population lisboète, qui ont déjà fait leurs preuves dans un premier établissement, qui se retrouveront ici. Et on aura aussi une décoration qui rendra hommage à l'histoire lisboète. On veut vraiment, dans ce lieu,
redonner un espace de vie pour les travailleurs et pour les résidents lisboètes. Et pour les touristes, d'une certaine façon, en vous écoutant, je me dis c'est presque pensé pour être sur le circuit des tours opérateurs, quoi. Alors, à notre sens, c'est en n'étant pas touristique qu'on va devenir touristique. Oui, on veut faire un lieu pour les locaux, Mmh. et l'expérience pour un touriste, elle est forcément de découvrir une aventure locale. Donc on va réfléchir pour les Lisboètes. On espère forcément que les touristes y feront un détour de temps en temps. Ouais, alors on parlait de vos clients, l'un de vos clients, la foncière Noud, vient de vous racheter. Qu'est-ce que ça change? Ça donne plus de moyens, plus d'ambition, j'imagine? Alors, Noud, donc l'opérateur de services immobiliers de la famille Mullier, avait cette vocation de transformer le patrimoine de ses clients en lieu de destination, et notamment donc en lieu de destination restauration et loisirs. Donc, ça tombait sous le sens pour Noud de se rapprocher d'un acteur comme nous, comme Tomorrow Food, où on a développé une très forte expertise sur ces deux verticales-là, que sont la restauration et le loisir. Et nous, à notre sens, pour aller dans la dynamique d'ambition dont on a parlé tout à l'heure, donc celle d'avoir à la fois leader en France cette année et en Europe à échelle 3 ans, il fallait qu'on s'adosse d'un partenaire, à la fois pour nous ouvrir les marchés en question qu'on avait ciblés, donc plutôt les marchés latins dans un premier temps, donc Espagne, Portugal et Italie. Et c'était un acteur qui était très implanté aussi sur cette partie géographique-là, et avec lequel ça faisait déjà 3-4 ans qu'on travaillait. On avait une vraie relation de confiance, des dossiers en cours. Donc ça semblait sous le sens. Alors je vais vous citer un lieu performant n'est pas duplicable, il doit être ancré dans l'identité du territoire. Ça rejoint exactement ce que vous nous disiez à l'instant sur le projet à Lisbonne. Mais en lisant ça, je me dis c'est un peu l'antithèse des centres commerciaux interchangeables. Est-ce que... tiens, d'abord, ça, c'est pas l'une des raisons de la baisse, elle est variable en fonction des sites, etc., mais de la baisse de fréquentation de ces centres commerciaux. C'est quand même l'espèce de mall, centres commerciaux, hypermarchés qui attirait les Français depuis des décennies et dans lesquels ils se rendent quand même un peu moins. Tout à fait. C'était une autre ère, celle de la globalisation. Il fallait avoir la marque et aller sur ce lieu avec cette marque. Aujourd'hui, on a changé forcément de paradigme. Et nous, notre postulat, c'est de se dire que chaque lieu doit avoir une spécificité. Et chaque lieu doit être tourné vers les habitants du territoire, forcément, et les gens qui peuvent y passer. Et donc, on a cette volonté de ne jamais avoir de lieu duplicable. On change aussi de partenaire pour chacun des projets sur lesquels on travaille. C'est une volonté de toujours travailler au maximum, quand on le peut, avec des gens en local, pour, forcément, travailler à meilleure destination pour chacune des personnes. Donc, aucun lieu n'est duplicable, forcément, parce que les gens qui la fréquentent sont forcément différents. Mais ça veut dire que les actifs commerciaux, ils fonctionnent plus seulement sur le retail? Non, mais ils ne fonctionneront plus sur le retail, surtout. C'est du passé, ça? À notre sens, c'est en grande partie du passé. Il faut quand même mettre la mesure sur le sujet. Parce qu'il y a quelques décennies d'habitude. Exactement. Et puis il y a des enseignes qui fonctionnent très très bien. Si je prends le cas d'IKEA ou le cas même de Primark, c'est des enseignes qui fonctionnent très très bien. Et il y aura toujours une part de retail dans cet espace. Mais ces lieux-là, en tant que tels, les gens ont beaucoup moins de facteurs de destination pour du retail. Les gens peuvent commander sur Internet, le service est accessible à domicile, il y a les drives piétons, il y a les drives en voiture. Forcément, pour aller dans des lieux physiques, il faut y vivre une expérience. Et vivre une expérience, c'est soit par le loisir, en faisant des activités récréatives, etc., ou alors en passant un moment de convivialité, et ça, c'est par la restauration. Alors, il y a une tradition dans ce grand entretien. L'invité qui est présent pose une question à celui ou celle de la semaine suivante. Alors, à votre place, la semaine dernière, il y avait la directrice durabilité de Sodexo, Mounafassi Daoudi, alors qui vous pose forcément une question autour de l'alimentation. Bonjour Félix, j'ai une question par rapport à votre activité. J'aimerais savoir si demain ou si l'alimentation durable fait partie d'ores et déjà ou fera partie d'une donnée intégrée par rapport à vos concepts et vos offres sur les différents lieux de vie sur lesquels vous travaillez avec vos clients. L'alimentation durable, quelle part ça prend? On a parlé d'impact en tout début d'entretien, et puis c'est la thématique de notre émission. Est-ce que ça fait partie des critères que vous intégrez forcément à vos projets? Tout à fait. Forcément, on intègre la notion de durabilité dans les concepts et dans les lieux qu'on va venir développer. C'est une prédisposition forcément de base. Si je prends un exemple très précis,
Inca Centre, qui est la foncière d'IKEA, nous appelle pour créer un concept à destination des enfants au cœur de Paris. Ils partent du postulat qu'à Paris, si vous avez une poussette, c'est quasiment impossible de trouver un endroit pour être à l'aise avec sa famille et surtout trouver un menu et des solutions adaptables pour les enfants. Donc nous, on a réfléchi avec Inca Centre à comment créer un concept qui soit entièrement dédié aux enfants, à la fois sur comment on peut s'asseoir, avoir ne serait-ce qu'une chaise à sa table. C'est un premier sujet pour les parents à Paris, je vous le promets, mais aussi en termes d'alimentation, à la fois en termes de sourcing de produits, de réfléchir avec des diététiciens de comment on a des menus qui sont adaptés aux enfants, à la fois en termes de portions et à la fois en termes de ce qui est contenu dans ces portions-là. Donc ces réflexions-là, on les inclut forcément en termes de durabilité. Ouais. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné sur la partie enfants, donc restauration pour les enfants. Mais aussi, on travaille avec la SNCF à comment faire en sorte que les exploitants en gare aient une progression en termes de sourcing et en termes de sourcing plutôt local sur leurs produits. Donc la durabilité est vraiment au cœur de ce qu'on travaille. Est-ce que c'est un présupposé des appels d'offres, d'une certaine façon ? Alors nous, on essaye de les inclure en tant que présupposés dans les appels d'offres. Une dose de sourcing en local, travailler sur son sourcing en viande, mais pareil, on parle beaucoup d'alimentation durable, mais ça passe aussi par les gens qui y travaillent, voilà, pour proposer des bonnes conditions de travail pour les gens qui y travaillent. Et nous, on essaye forcément d'indexer au maximum les salariés sur la réussite de l'entreprise. Et ce que je comprends de votre réponse, c'est que ça vient plutôt de vous que de vos clients, ou alors ça peut être aussi une demande des clients ? C'est souvent une demande des clients. La SNCF fait un très gros travail sur ce sujet. C'est aussi le cas de notre actionnaire c'est une très forte composante de tous les appels d'offres sur lesquels il travaille. Et nous, on va venir pousser un petit peu plus loin dans l'idée, la rendre très matérielle de ce que ça peut représenter chez les restaurateurs. Alors, si moi aussi je pousse un peu plus loin dans vos projets, comment vous intégrez justement ces dimensions de responsabilité sociale, sociétale, environnementale ? Par exemple, je ne sais pas, les choix de matériaux, d'énergie, l'approvisionnement local, vous en avez un peu parlé ? Ouais. Je pense que le premier sujet en termes de RSE, c'est sur l'impact que provoque la restauration. Il y a une notion de facteur social et de vecteur de rencontre et fraternelle de la restauration qui, en lui-même, est déjà une très forte réussite à notre sens. Donc ça, c'est le premier point. En termes d'organisation, forcément sur l'architecture, on a un vrai travail de sourcing avec nos architectes. On a un code, du coup, et une charte d'engagement sur la partie architecture pour faire en sorte d'avoir les meilleurs matériaux et au plus local, forcément. Sur la partie sourcing produit aussi, on a une charte. Donc chacun des projets qu'on délivre à nos clients répond à une catégorie de notre charte et qu'on délivre à la fin du projet à nos clients. On leur dit, voilà, vous êtes niveau 1, niveau 2, niveau 3 en termes de RSE sur la charte RSE Tomorrow Food. Et surtout en termes de responsabilité sociale, très important pour nous, les conditions de travail, ça a été un sujet sur ces dernières années, surtout dans la restauration, d'avoir des gens bien payés, avec des horaires respectueux forcément, et surtout dans une logique de travail plutôt saine. Avec un certain nombre de réglementations qui concernent la restauration, l'anti-gaspi, les plastiques à usage unique, le recyclage des emballages, etc. Ça, à notre sens, c'est la base. Si vous voulez. Oui, alors c'était la question. C'est la loi, donc ça semble logique de l'appliquer tout à fait. Mais ces lois, elles ont fonctionné comment ? Alors bon, vous êtes une entreprise assez jeune, donc vous êtes né avec l'existence de ces réglementations, mais elles vous semblent efficaces, productives, ou alors parfois c'est un frein, c'est une galère à mettre en œuvre, elles sont trop compliquées, trop pointilleuses, comme l'administration française peut être parfois capable d'en produire. Oui, après, nous, on ne travaille pas sur le lobbying auprès des entités publiques sur ces sujets-là. Quand on travaille pour les entités publiques, c'est sur réfléchir comment on crée une meilleure offre de restauration ou de loisirs à l'échelle de leur ville, tout simplement. Sur les questions des réglementations, aujourd'hui, pour nous, ça va dans le sens de l'histoire, de forcément interdire du packaging sur place. Si vous avez moins de 18 places assises, ça semble complètement logique. Inclure un lave-vaisselle dans son restaurant, c'est plutôt logique de base. Voilà, donc c'est plutôt des dérives qui parfois ont été prises à un certain moment, parce que avoir une vaisselle physique sur place, c'était le cas il y a 100 ans, si je puis dire. C'est devenu un packaging jetable. On revient à des fondamentaux. Donc on est tout à fait ravis. Et c'est la même chose sur les pailles ou sur autres réglementations. Parfois, les réglementations en France
sont certes restrictives, Ouais. on le sait, hein, on est entre entrepreneurs, mais sur ces notions-là, on est plutôt satisfait. Justement, on pousse pour qu'on aille encore plus loin sur ces verticales. Alors, vous évoquiez la question locale, des municipales. On est en pleine période d'élections municipales. Les projets que vous menez, en quoi ce sont des leviers, vous les pensez comme des leviers de développement local, territorial? Alors, nous, on va venir déjà faire en sorte qu'il y ait une bonne santé des exploitants de restauration. Il y a une question déjà de densification d'établissements. Il faut se poser la question à l'échelle de son territoire. Est-ce que j'ai suffisamment d'établissements pour la population que je veux adresser, que j'adresse aujourd'hui ou que je veux adresser demain dans une notion touristique? Ça, c'est une première composante qui est quand même très importante. Après, il y a quelle offre on peut développer et où est-ce qu'on la place. Ça, c'est un vrai sujet aussi au niveau des mairies et des communautés de communes, de se dire, sur cette rue, il va falloir donner une dynamique plutôt festive. Mais du coup, forcément, il y a une application en termes de sécurité à donner. C'est la même chose sur la restauration traditionnelle. On veut donner une dynamique très touristique à un espace, et on va plutôt axer vers une cuisine traditionnelle française et sélectionner les bons opérateurs et les bons acteurs pour opérer ce type de restauration-là. Donc ça, c'est des réflexions que les communes et les communautés de communes doivent penser. Je ne sais pas s'ils le font vraiment aujourd'hui. Je sais qu'ils le font sur la dynamique événementielle. Il est temps aujourd'hui de le faire sur la dynamique restauration et loisirs. Et vous êtes confronté à des élus qui vous demandent de revitaliser leur centre-ville, parce que c'est une vraie question et un enjeu de campagne en ce moment? Tout à fait. Alors nous, on a travaillé pour la ville d'Annemasse, qui avait le souhait, et donc c'était une donnée d'entrée de la ville d'Annemasse, de créer un lieu de vie pour les habitants de la ville. Et donc ils avaient sélectionné plusieurs espaces de friche avec soit une place centrale de la ville, soit des zones désaffectées de la SNCF pour penser ce lieu-là. Et donc on a sélectionné l'espace, et donc finalement ce sera sur le hangar proche de la voie de train. Et là on va venir développer un lieu de vie où il y aura de la mixité, autant de la salle d'escalade qu'un espace de coffee shop et une activité de restauration et de brasserie de bière. Et alors, dans vos projets, il y a forcément de la restauration et du loisir. Ça devient indissociable d'une certaine façon? Alors ça, c'est le postulat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une très forte destination sur les activités de loisirs. Les gens peuvent faire une demi-heure de voiture pour vivre une aventure en réalité virtuelle dans un espace, ou 20 minutes de voiture pour aller faire de l'escalade. Voilà. Donc c'est du loisir sportif aussi. Donc pour nous, ces activités-là qui prennent un peu plus de temps, c'est nécessaire de les développer avec de la restauration. Et là, on a le mix parfait, si je puis dire, entre le loisir et la restauration. Après, parfois, il y a des espaces où on a une trop forte densification de restauration. Et il ne faut pas rajouter de restauration. Mais par contre, on peut ajouter du loisir pour les enfants, pour différentes tranches d'âge, allons de 0 à 12 ans, jusqu'aux seniors aussi. Ouais. On se déplace moins seulement pour un resto, quand même. Alors, quand même, il y a des restaurants extraordinaires, si je puis dire. Vous allez au Grand Buffet de Narbonne, les gens prennent l'avion pour aller au Grand Buffet de Narbonne. Ouais. Vous allez à la Time Out à Madrid, les gens aussi prennent l'avion pour ça. Donc, il y a des lieux qui savent très bien générer ça, et on a mis notre patte sur certains d'entre eux, donc on est ravis. Mais le loisir, c'est plus simple. Il y a des gens aussi qui vont très très loin pour aller à Disneyland Paris. Oui, évidemment. Alors, on va essayer de s'appuyer sur d'autres réalisations. Alors, j'en ai toute une liste. Je ne sais pas lesquelles sont les plus emblématiques. Alors, je commence. Boum Boum Villette. Tiens, par exemple, c'est quoi? On est à Paris? On est à Paris, intramuros. Donc ça, une foncière familiale, Apsis. Qui prend juste à côté de la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc à la Villette, recrée un plateau complet de loisirs, donc 20 000 m² de loisirs. C'est le seul espace de chute libre intramuros à Paris. Et donc là aussi, on a des espaces de bowling, de karting et surtout 400 événements par an. Et donc pour ce lieu de loisirs, ils ont voulu créer un food hall, donc un lieu centralisé avec plusieurs kiosques de restauration. Et donc on les a accompagnés sur la réalisation de ce food hall-là. Voilà, donc 4000 m², donc c'est le plus gros food hall en surface intramuros à Paris. Alors, vous avez cité un certain nombre de partenaires. Par exemple, il y a aussi un partenariat avec la FDJ, la Française des Jeux, avec un lieu qui s'appelle Hasard. C'est quoi ça? C'est un de nos projets de cœur, le Hasard. Donc la Française des Jeux vient nous voir avec un postulat qui est de se dire les jeunes fument moins, bonne nouvelle si je puis dire, mais donc vont moins chez les buralistes et achètent moins de tickets à gratter. Et il y a la volonté de recréer du lien autour d'un lieu et autour de ce ticket à gratter. Et donc nous, on s'est dit, s'il y a un truc que les jeunes n'arrêteront jamais de faire, c'est de se retrouver dans des bars et profiter d'un bon moment entre amis. Et donc on a créé un lieu qui s'appelle le Hasard, qui est un lieu de rencontre, un lieu festif qui vit
toute la journée, du matin jusqu'au soir, avec une offre de restauration à destination des actifs le midi, une offre de café pour les lycéens qui sont à côté pour l'après-midi pour travailler, et le soir, une offre un peu plus festive, avec notamment des assiettes à partager, qui fait vraiment un lieu de rencontre intergénérationnel. Et on a créé un lieu de vie 2.0 de rencontre, où aussi est distribué des tickets à gratter pour jouer. Oui. Il y avait quand même cet objectif. Bah oui, le client, c'est la Française des Jeux. À quel point vous adaptez vos projets aux clients, je l'imagine, mais même aux générations? Parce que j'entends dans vos réflexions, d'un côté, il y a comment accueillir les familles avec enfants, de l'autre, là, c'est plutôt des lycéens. Donc, à quel point ce sont des projets sur mesure, d'une certaine façon? Générationnels, hein, c'est ça l'objet de ma question. Mais c'est toujours la même chose. On veut créer toujours un lieu unique pour chacun de nos clients. Ouais. Il faut d'abord définir qui on va parler. Qui va y aller. Qui va y aller, exactement. Et c'est la clé d'entrée en fait, de nos concepts. C'est qui va-t-on chercher et quelle expérience pour lui. Donc quand on parle d'un enfant de 0 à 12 ans, comment on va lui proposer le meilleur menu avec les meilleures assises. Et c'est la même chose, on n'est pas encore amené à travailler vraiment sur une dynamique très senior. Ouais. On aimerait beaucoup créer un lieu de restauration et de penser l'expérience de restauration, demain pourquoi pas aussi en maison de retraite, parce que c'est un vrai sujet aussi, pour que le confort en termes de restauration soit adressé à toutes les tranches générationnelles et les couches sociales de la société. Bon, je continue, on a parlé de Lisbonne, vous nous avez dit c'est un petit La Défense, vous avez un bistrot méditerranéen à La Défense, ça s'appelle Gramacci, c'est ça? Ouais. Ça veut dire quoi, Gramacci? Ça veut dire merci en provençal. Eh ben voilà, Gramacci, merci. Est-ce que ça vous a servi, puisque vous étiez dans l'univers de la défense, à finalement remporter le marché à Lisbonne, à être finalement dans des logiques de réflexion nourries de l'expérience de la défense? Tout à fait. Alors, on a eu la chance de bien connaître la défense. Le premier restaurant d'hôtel qu'on a créé, ça a été pour la chaîne d'hôtel Occo. Et on a créé un concept italien cette fois-ci, qui s'appelait Nocio. Et pour ce projet-là, Gramacci dont vous parlez, c'était donc une chaîne hôtelière qui s'appelle Marriott. Et donc pour un hôtel Renaissance. Et donc là, on a créé un concept méditerranéen provençal français, pour le coup, qui s'appelle Gramacci. Voilà. Et donc forcément, on travaille les dynamiques de lieux avec beaucoup d'actifs, très impactés par le télétravail. Donc les réflexions autour des modèles économiques de la restauration doivent être pensées. C'est des lieux qui sont assez peu fréquentés les week-ends. Comment on fait en sorte que ces espaces-là soient aussi fréquentés les week-ends et sur des temporalités un peu plus tard le soir aussi, parce que les actifs, le soir, rentrent chez eux. Donc on a déjà eu cette approche en termes de lieux avec très forte concentration d'actifs. Et ces réflexions-là, forcément, elles ne sont pas duplicables, mais on a quand même, de prime abord, certains éléments de réflexion qu'on peut appliquer aussi à Entre Campos, donc le projet à Lisbonne. Mais encore une fois, il faut retravailler forcément sur place pour voir les habitudes des Lisboètes et savoir en fait quelles sont les pratiques qu'ils vont y faire. Par exemple, les Lisboètes ont une très très forte attache au café. La dynamique de prendre un café entre collègues est très très importante, encore plus qu'en France. Ils sont plus latins que nous, si je puis dire. et donc passent beaucoup de temps autour de ces espaces-là. Donc on a pensé sur notre futur espace une très grosse offre de café et des lieux de partage aussi pour tous les moments de la journée. Ouais. Cette expérience client, comment vous la faites remonter et à quel point vous faites évoluer finalement la logique, la destination, le fonctionnement d'un lieu en fonction des premiers retours d'expérience client? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Alors, c'est un vrai sujet. C'est un sujet d'architecture, si je puis dire. Quand on se pose la question de créer un lieu et on se pose la question de la réversibilité du concept, c'est est-ce qu'on va changer certains éléments parce qu'on peut se tromper, même en ayant fait toutes les analyses de la Terre, vous pouvez vous tromper. Il faut avoir cette humilité-là. Je vous le garantis, et ça nous est arrivé beaucoup de fois, mais à chaque fois on a bien réagi. Et donc sur ces éléments-là, il faut penser l'architecture de manière à pouvoir changer. Parfois, pour créer une expérience, il faut des éléments fixes qu'on ne bouge pas. Et c'est le parti pris parfois de nos clients, mais nous, ça va être d'apprécier le risque entre les différents partis pris d'architecture qu'on peut faire sur un espace. Et donc, il arrive des moments où on doit changer, et certains éléments, Boum Boum Villette en fait partie, on a retravaillé certains aménagements de Boum Boum Villette. Donc ça veut dire un peu de souplesse, de modularité, c'est ça? Voilà. C'est ce que je comprends. On essaye dans nos espaces, et surtout quand on va avoir une dynamique événementielle et de privatisation, de penser la modularité des lieux, pouvoir changer les espaces, et
Par exemple, le midi, avoir un espace d'assises pour partager un repas, et l'après-midi, avoir une privatisation. On enlève toutes les tables, on enlève tous les espaces, et on en vient à un séminaire. Et le soir, pourquoi pas, passer dans une dynamique festive et presque devenir une boîte de nuit. Bon, ça donne envie d'aller au resto et d'aller faire la fête. Merci beaucoup, Félix Delahaye, d'être venu nous présenter les activités de Tomorrow Food. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Start-up et innovation. On va parler de mobilité douce tout de suite.